tous. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur un sujet qui m'intéresse et qui même me passionne particulièrement et que je pense vraiment central et dont un regain d'intérêt serait vraiment structurant, que ce soit pour la gestion institutionnelle ou pour les marchés financiers dans leur globalité. Alors, Omar a bien parlé il a essayé d'expliquer comment globalement l'évolution du contexte des marchés financiers à l'international a conduit à un changement de démarche de gestion avec cette introduction du LDI comme étape essentielle dans la prise de décision de l'investisseur. Je voudrais simplement rappeler, sans forcément m'étaler là-dessus, que certaines tendances macroéconomiques ou même de marché financiers, on les connaît déjà ou on les a déjà connues sur le marché marocain. Je parle notamment de la baisse des taux d'intérêt. Je parle aussi de l'évolution du marché financier. Nous sommes sur un cycle haussier des marchés financiers sur les 5 à 10 dernières années, mais beaucoup de questions se posent par rapport au niveau de cherté de ce marché-là et des risques qu'il présente par rapport à son évolution future. D'où l'intérêt également pour les institutionnels marocains de prendre conscience de la nécessité d'un regain d'intérêt de la question du passif dans la prise de décision de l'investissement. Alors en parlant du LDI, alors j'ai essayé de lui donner une définition un peu personnelle, mais qui globalement résume un certain nombre d'idées que j'aimerais partager avec vous dans le cadre de ma présentation de cette démarche d'investissement. Alors je dis que globalement le LDI, c'est d'abord de l'ALM, mais c'est surtout une technique de gestion des risques qui commence par un retour vers soi et qui mène à la construction d'un portefeuille optimal, utile. Et je suis convaincu que le LDI est à appliquer convenablement, bien sûr, mais sans modération sur le marché marocain. Alors d'abord, premier niveau de définition de ce que le LDI, parce que le LDI n'est pas. Le LDI n'est pas de la gestion benchmarkée, c'est encore moins de la gestion absolute return. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces deux styles de gestion sont basés sur des KPI qui sont globalement tournés vers la performance du portefeuille et que la principale distinction du LDI, c'est de s'intéresser à un autre KPI qui sera le passif. Alors, pour dérouler de la gestion LDI, que ce soit sur le volet performance ou sur le volet risque, c'est bien par rapport au passif que sera pilotée la gestion à travers des ratios. Les ratios les plus répandus pour la réplication de performance en termes du LDI sont soit ce qu'on appelle le funding ratio, le ratio de couverture qui est globalement les assets divisés par les liabilities, ou la différence entre assets et liabilities en valeur qu'on va appeler le surplus. Il y a pour moi, un tout premier niveau de mise en application du LDI qui est dans la lisibilité des résultats. On peut ne pas du tout appliquer du LDI, on peut très bien être dans une démarche benchmarkée ou de gestion absolute return, mais ce qui est fondamental pour un institutionnel, c'est que, in fine, pour une lisibilité de la pertinence de la décision d'investissement, qu'on fasse ce retour vers le passif. C'est ce que je vais essayer d'expliquer à travers cet exemple-là. Oui. Alors sur cet exemple-là, je vais essayer d'expliquer l'évolution d'un portefeuille. C'est un portefeuille donné à titre de simulation qui commence par un niveau de couverture initiale d'environ 50% du passif et par un surplus négatif, un décalage de 100 unités par rapport à son passif et qui sera géré selon une allocation statique 30% equity et 70% investi en obligataire. La partie obligataire du portefeuille a une duration 6 très inférieure à celle du passif qui sera de l'ordre de 30. On analyse le bilan de la gestion en appliquant les performances réelles du marché financier sur une période qui s'étale de 2010 à 2017 et on observe les résultats d'une gestion d'actifs basée sur une allocation statique 30-70. Alors si on s'intéresse dans un premier temps à des KPI tournés vers la performance, on a un très bon comportement du
du marché equity avec une évolution de 66%. On est très content d'observer une telle performance. Si on s'intéresse à la partie obligataire du portefeuille, nous sommes également à une performance très correcte, environ 44% du portefeuille, et la performance globale du portefeuille est supérieure à 50%, ce qui est également très, très satisfaisant. Quand on commence à regarder le premier KPI de la gestion LDI, qui est l'évolution en valeur du passif, on est tout de suite un petit peu plus inquiet parce que celui-là a également évolué de près de 50%. Si on regarde le funding ratio, on constate une évolution à peine positive de 2%, mais qui est tout de même positive, mais ce n'est pas l'euphorie qui s'est dégagée initialement de la lecture unique de l'évolution en termes de performance. Si on va un peu plus loin et qu'on regarde l'évolution de ce surplus, on se rend compte que finalement, il s'est dégradé d'environ 15 unités. Tout ça pour dire que, globalement, pour faire le premier pas vers le LDI, il est vraiment absolument nécessaire de faire ce premier détachement d'une lecture des résultats de la gestion en termes de performance, encore moins d'une lecture de cette performance sur un horizon court ou un horizon annuel, et à évoluer un peu plus, ou au moins dans une première étape, vers une lecture des résultats de la gestion en termes relatifs actifs-passifs. Je disais bien que c'était un premier niveau de mise en application du passif, du LDI, qui est simplement la lecture du résultat avec une logique LDI. Il y a un deuxième niveau d'application qui est pour moi le plus répandu, du moins de par ma connaissance de la gestion institutionnelle au Maroc. C'est ce que j'appelle une approche ALM standard. Alors, je n'ai aucune intention de m'arrêter sur des questions de terminologie de qu'est-ce qui est l'ALM, qu'est-ce qui est le LDI, qu'est-ce qui est l'AM standard ou l'ALM évolué. Je cherche simplement à lui donner un nom pour pouvoir l'expliquer. Alors, cette démarche ALM, elle a l'avantage de partir du passif comme premier point de départ. Sauf que ce point de départ, il est généralement traité d'une manière très périodique à travers des études actuarielles qui vont se traduire selon la technicité du gestionnaire par une simulation plus ou moins évoluée du passif en termes de cash flow futur. Tout de suite après, on passe à un deuxième niveau d'analyse qui est une analyse tournée vers les marchés financiers pour en faire une analyse de la perspective de rendement sur le long terme et également une appréciation réelle des risques. En fonction de ces deux composantes, on aboutit à une construction de portefeuille sous forme d'une allocation d'actifs. Et cette allocation d'actifs est en général une conséquence, sa conséquence directe, c'est la définition de ce qu'on va appeler un benchmark stratégique, qui sera la référence de base de toute la gestion de portefeuille pendant une certaine période, du moins jusqu'à la nouvelle période de révision des paramètres actuariels à ALM qui pourrait relancer la chaîne de valeur et aboutir à un nouveau changement de benchmark stratégique. Donc, dans le fond, c'est une très bonne démarche. Pourquoi? Parce qu'elle permet au moins une prise en compte du passif à un moment donné. Et c'est absolument très, très positif que la gestion institutionnelle au Maroc ait fait de grands pas vers la gestion LDI en passant par ce que j'appellerais une étape intermédiaire qui est cette gestion ALM standard. Seulement, comme je l'ai expliqué, cette démarche ALM standard présente à mon avis tout de même quelques limites. Alors la première limite, c'est que justement, elle permet un regard sur le passif, mais c'est un regard qui est très très ponctuel. Ce n'est pas un regard permanent sur l'évolution du passif, sachant que justement le passif, si on l'appréhende de la valeur manière qui est pour moi une valeur mark-to-market, si on valorise le passif de la même manière que le portefeuille avec une logique mark-to-market, il réagira au moins à l'évolution des taux d'intérêt. Et on sait tous que les taux d'intérêt connaissent sur le marché marocain une forte volatilité qui peut même une volatilité trimestrielle. La deuxième incohérence de cette démarche, c'est que globalement, in fine, si l'on est convaincu que le vrai risque supporté par un fonds, qu'il s'agisse d'un fonds de retraite ou d'un fonds d'assurance, est une catégorie de risque que j'appelle le risque
portfolio to liabilities, le décalage entre le portefeuille et les engagements qu'il est censé remplir, ben c'est bien ce risque-là qui est censé concentrer le plus d'efforts de gestion et de modélisation. Or, cette démarche, elle conduit in fine à une gestion déséquilibrée du risque, parce qu'on aura traité l'aspect liabilities à un moment donné où on aura fait de l'étude actuarielle, et pendant toute la période de gestion, qui peut s'étaler de 1 an ou 2 ans en fonction de la fréquence et de la disponibilité de la donnée actuarielle, on aura géré un autre risque, qui est un risque mineur pour l'institutionnel, et qui est le risque portfolio to market, c'est-à-dire le risque simplement de décalage entre le résultat du portefeuille et celui d'un indice de marché. Alors justement, le but du LDI, c'est d'abord de venir instaurer un certain équilibre dans cette démarche globale de gestion des risques, en focalisant à la fois les efforts de gestion, de gouvernance, de pilotage des risques vers l'objectif essentiel du fonds, qui est de répondre à ces engagements. Et surtout, il va permettre un regard permanent sur le passif. On peut faire des choses périodiques, on peut faire de l'étude actuarielle périodique en fonction de la disponibilité de la donnée, mais on peut encore mieux avoir en permanence, en fonction de l'évolution des marchés, un regard continu sur le passif pour pouvoir relativiser son évolution par rapport à l'actif et avoir une idée précise à tout moment sur le niveau de couverture. Le deuxième avantage du LDI, c'est que, à travers cette lecture actif-passif, on aboutit finalement à une intégration globale de tous les risques qui sont portés par le régime dans un seul indicateur qui sera le principal indicateur de pilotage du régime. Et le troisième avantage qui est pour moi l'étape essentielle pour le déployer, c'est ce que j'appelle une allocation d'actifs dynamiques. Car il ne suffit pas uniquement d'avoir l'information sur la situation du régime en termes d'équilibre. Il faut savoir comment la lecture de cette situation se traduira réellement en termes de décision d'investissement, que ce soit en termes d'allocation du portefeuille ou même de sélection de titres. Donc, in fine, le LDI, comme on va le voir, il permet bien sûr une lecture permanente et exhaustive des risques, mais surtout de tracer une feuille de route préétablie pour intégrer tous les scénarios possibles. Il est très bien de pouvoir se projeter dans le futur avec des scénarios économiques, macroéconomiques. On est toujours satisfait quand ces mêmes scénarios se réalisent conformément à notre prévision initiale, mais puisque on est dans un environnement qui est par définition risqué, parce qu'il n'y a aucune incertitude sur la réalisation de tel ou tel scénario, eh bien, il faut être préparé par rapport à la manière avec laquelle on va réagir dans le cas d'occurrence de chacun de ces scénarios en termes d'ajustement de notre allocation d'actifs et in fine du risque qui est porté par notre portefeuille. Alors, comment tout ça est possible en pratique? C'est là que j'arrive à la question essentielle du retour vers soi et de la connaissance de soi, qui est pour moi le centre de la gestion LDI. On ne peut pas répondre à la question de savoir comment on réagit en termes de prise de risque par rapport à une situation de couverture donnée si l'on ne sait pas de manière précise d'abord ce que l'on veut et ce que l'on veut surtout pas. Quand on raisonnera avec une démarche LDI, on exprimera notre cible, ce que l'on veut, par l'atteinte d'un niveau de couverture cible. Et ce que l'on veut surtout pas, également par ce qu'on appellera un niveau de couverture plancher. Et cela permettra de définir ce que j'appelle les deux bornes, un niveau plancher et un niveau cible, qui permettront de cadrer la notion de fonction d'utilité. Cette fonction d'utilité, elle retrace de manière... il ne faut pas trop s'intéresser à sa forme mathématique. Retenez simplement que c'est une courbe qui est concave. Elle signifie que quand on se rapproche du niveau cible, notre fonction d'utilité ralentit et qu'elle a même tendance à stagner pour des niveaux supérieurs. Ça veut dire tout simplement qu'un régime de retraite est différent d'une personne physique. Une personne physique qui cherchera à s'enrichir indéfiniment, alors qu'un régime de retraite cherchera simplement à atteindre son niveau de couverture
cible et il n'aura pas beaucoup d'intérêt à vouloir le dépasser. En revanche, nous aurons, quand on se rapprochera du niveau plancher, un niveau d'utilité que je qualifie de moins l'infini. Ça veut dire que c'est quelque chose d'extrêmement grave et qu'il faut préparer pour justement ne jamais atteindre. Donc c'est globalement cette fonction d'utilité qui est quelque chose de très personnel et qui a une définition centrale de ce qu'est même l'institutionnel et de ce qu'est son objectif stratégique et de ce qu'est réellement son aversion au risque, qui permettra un déploiement efficace de la démarche LDI. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a mesuré la performance et le risque avec une logique relative actif-passif, une fois qu'on aura défini sa propre fonction d'utilité, on peut passer à un processus qui est plus, je dirais pas plus facile, mais qui est plus technique d'optimisation de cette fonction d'utilité, pour dire globalement, compte tenu de la situation des marchés financiers, compte tenu qui va conditionner l'actif, compte tenu de notre connaissance du passif, compte tenu de la fonction d'utilité, dérouler un processus d'optimisation plus ou moins technique pour, in fine, sortir avec ce portefeuille LDI optimal et qui sera, puisque justement il découle d'une fonction d'utilité, une fonction que j'appelle utile. Alors en général, dans la démarche LDI, ce portefeuille LDI, il est divisé en deux principales catégories qui ont des vocations distinctes. Il y a la première composante du portefeuille qui est le LHP, le Liability Hedging Portfolio. Ce portfolio, il existe parce que justement, nous nous sommes fixés à travers la fonction d'utilité à niveau plancher. Si on s'est fixé une telle contrainte, on ne peut en aucun cas garder 100% du portefeuille investi sur des actifs risqués. Donc, il est dimensionné pour ne pas dépasser à la baisse le portefeuille plancher, mais sa structure également est constituée pour reproduire au mieux les évolutions du passif. Je dis bien au mieux parce qu'il est en général difficile de construire un portefeuille qui va répliquer exactement les paramètres du passif, sachant que le passif intègre quelques paramètres économiques comme l'inflation salariale ou la démographie qui ne peuvent en aucun cas, même à l'international, être répliqués par un instrument de portefeuille. Et ce portefeuille-là, il permettra un hedging simplement partiel, ce n'est pas un hedging total, pour justement laisser place à une prise de risque supplémentaire sur une deuxième catégorie du portefeuille que je vais appeler le PSP, le Performance Seeking Portfolio. Et c'est ce portefeuille-là qui permettra d'aller chercher la performance nécessaire en s'exposant sur des actifs plus risqués du type action ou même autre classe d'actifs alternatifs pour permettre au fond d'avoir une rentabilité espérée sur le long terme suffisante pour atteindre l'objectif stratégique. Alors, quand on analyse tout ce qu'on vient de dire sur la démarche LDI, ce que l'on constate, c'est que finalement, c'est une gestion des risques. Pourquoi c'est une gestion des risques? C'est parce que, d'abord, in fine, elle permet de bien les mesurer à travers un indicateur relatif actif-passif. Elle se concentre ensuite sur une notion de base qui est la fonction d'utilité pour l'investisseur, pour pouvoir l'optimiser. Et in fine, augmenter la probabilité pour cet indicateur de base, je parle du funding ratio à titre d'exemple, mais ça pourrait être aussi le surplus, augmenter la probabilité d'atterrissage avec un niveau de couverture proche de la cible. Et surtout, atteindre une probabilité quasi nulle de passage en dessous du niveau plancher, quitte à renoncer à une probabilité forte de réalisation de surplus au-delà de la cible dans le cadre d'une démarche plus classique. Alors j'arrive à la question, j'ai un peu, c'est une question difficile hein, de dire si tout ce que l'on vient d'expliquer par rapport au LDI d'un point de vue théorique est applicable, dans quelle mesure, moyennant quelles précautions sur le marché marocain. Alors, avant de traiter directement les particularités et les contraintes d'application du LDI, j'ai choisi de
de revenir sur le portefeuille initial que j'ai simulé au départ, qui, je le rappelle, est un portefeuille à allocation statique, 30% equity, 70% obligataire, et de tracer l'évolution de son... Et de tracer l'évolution de son niveau de couverture, c'est la courbe que vous voyez en pointillé. Et en parallèle, un portefeuille donné à titre de simulation, mais qui réplique globalement le raisonnement qu'on aurait pu avoir en intégrant des réflexes d'ajustement de l'allocation d'actifs tirés de ce que je viens de dire sur le LDI en termes de lecture et de positionnement sur la fonction d'utilité. Alors déjà, sur le résultat, on constate une légère amélioration de l'atterrissage en termes de ratio de financement. En aucun cas, nous n'avons atteint la cible qu'on s'était fixée, qui est un niveau de couverture de 60%. C'est peut-être parce que, quelle que soit la démarche adoptée en termes de gestion de portefeuille, nous étions peut-être sur un objectif qui est peut-être trop ambitieux ou déconnecté par rapport à la réalité ou la perspective de rentabilité des marchés. Mais ce n'est pas uniquement cette résultante en termes d'atterrissage sur laquelle j'ai envie de m'arrêter, c'est globalement aussi la trajectoire avec laquelle nous sommes partis de ce 50% au niveau d'atterrissage. Et aussi ce que ça a supposé en termes d'allocation du portefeuille. Alors déjà, la différence d'allocation de portefeuille, vous voyez que dès le départ, le LDI a supposé une exposition plus importante en equity. Pourquoi? Parce qu'il a eu une lecture, disons, un peu plus réaliste de cet objectif ambitieux et il a cherché à mettre de l'action pour permettre de l'atteindre. Ensuite, ce qui s'est passé en 2010, c'est un très bon comportement du marché action qui n'était peut-être pas attendu, mais justement, ce qui est important de voir, c'est comment le LDI a réagi à cette évolution-là, qui a fait que globalement, le ratio de financement s'est rapproché du niveau cible et donc il a cherché à sécuriser ce rendement en ramenant tout de suite après l'allocation equity vers un niveau très raisonnable, proche de l'allocation statique. Ensuite, nous sommes passés dans une phase globalement de stagnation des marchés financiers. Ce qui est à noter sur cette période-là, c'est que ici, 2012 jusqu'à 2014, jusqu'à 2016, c'est une période de volatilité des taux. Donc, globalement, le LDI a connu moins de volatilité. Pourquoi? Parce qu'il a une composante LHP qui a tendance à répliquer les évolutions du passif. Donc, la courbe a été plus stable. Ce qui est aussi important à signaler, c'est qu'on atterrit avec un portefeuille plus faible en actions. Ça veut dire que la logique LDI, compte tenu de la courbe d'utilité, étant focalisée sur un horizon d'atterrissage, on a tendance forcément, quelle que soit l'évolution des marchés, à réduire l'exposition en equity durant cette période-là, ce qui fait qu'in fine, en 2017, le portefeuille LDI est un portefeuille moins risqué. Il sera donc par la même occasion plus liquide et peut-être mieux préparé à subir de l'évolution future des actifs risqués. J'en arrive maintenant aux contraintes d'application sur le marché marocain, des contraintes qu'on connaît tous. Je ne vais pas dire des choses nouvelles par rapport à ça. D'abord, la contrainte de profondeur des marchés. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. C'est une contrainte que l'on subit au jour le jour et que l'on essaie de contourner par nos moyens. Il y a d'autres contraintes techniques à l'application du LDI sur le marché marocain. Il y a des processus quantitatifs, que ce soit pour la modélisation de l'actif, surtout de l'actif, par rapport à la modélisation du comportement du marché financier, qui ne sont pas applicables parce que tout simplement, l'une des hypothèses de base de vérification qui doit être vérifiée pour que les modèles quantitatifs marchent, c'est la question de liquidité qui n'est pas réalisable sur le marché marocain. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible de faire du quantitatif sur le marché marocain. Il faut simplement le faire de manière prudente et en essayant d'intégrer également un raisonnement économique qui se tient pour préserver in fine la cohérence des résultats. Le deuxième problème, il est par rapport à la constitution du portefeuille LHP. On est contraint par le cap de la maturité 30 ans qui est la maturité la plus longue disponible sur le marché, sachant que globalement, on peut être sur des passifs plus lents. D'autant plus
qu'il n'existe pas de marché des swaps, sachant que le marché des swaps est justement un contournement à cette problématique d'indisponibilité de maturité à longue par la possibilité de mise en place de couverture synthétique. Le processus d'optimisation du profil rendement-risque passe également par une lecture pertinente à la fois de la performance espérée et du niveau de risque pour pouvoir justement optimiser les deux. Et c'est là que la question de liquidité devient encore plus problématique. Si l'on fait du quantitatif sur des historiques qui retracent l'évolution de cours boursiers et que l'on essaie d'en tirer des conclusions par rapport au portefeuille géré, on est forcé de se placer par rapport à de prix qui seraient de vrais prix de marché. Et pour moi, les vrais prix de marché sont les prix auxquels il est possible de liquider les valeurs, qu'il s'agisse de titres obligataires ou de titres actions. Donc, il est absolument nécessaire d'intégrer cette notion de gestion du risque de liquidité pour une lecture des performances et pour pouvoir la gérer dès le départ et modéliser les risques convenablement. Il y a des contraintes, mais je reste convaincu que, du moins, l'essentiel vraiment de la démarche LDI et ses principes de base restent applicables. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'entre eux sont déconnectés des marchés financiers et sont tout simplement liés à l'investisseur lui-même. Rien n'empêche l'investisseur de prendre en compte le passif dans sa démarche d'investissement, sachant que, comme je l'ai dit au départ, bon nombre d'investisseurs connaissent bien leur passif et savent très bien le modéliser et le font avec une fréquence suffisante et ont même développé des techniques actuarielles très très poussées dans ce sens. Donc il est quelque part dommage d'arrêter la lecture, l'interprétation de ces résultats au moment où l'on passe à la décision d'investissement. Deuxièmement, il est absolument essentiel de se connaître, et se connaître à travers cette fonction d'utilité, quelle que soit sa forme, mais au moins, j'irai définir les deux bornes. Quel est le niveau de couverture critique que l'on ne veut surtout pas atteindre, et quel est le niveau cible à partir duquel on cherchera à stabiliser la performance sans recherche de surplus. Je l'ai dit, le processus de modélisation des... Le processus de modélisation du passif est pour moi quelque chose qui n'est pas inquiétant parce que c'est déjà en place sur le marché marocain. Il est aussi possible de construire un portefeuille LHP-PSP. Il faut juste bien gérer la question de liquidité et surtout dimensionner les investissements par rapport à la profondeur des marchés et essayer d'avoir un maximum de diversification en orientant les actifs proportionnellement à la profondeur des marchés. Et pour y parvenir, il faut justement avoir des mesures internes de cette profondeur des marchés pour pouvoir l'intégrer dans le départ, dans le dimensionnement des investissements. Il y a tout de même des évolutions nécessaires et la première est pour moi une ouverture plus importante sur les marchés internationaux. Pourquoi est-ce nécessaire? Parce que c'est justement un contournement à la question de profondeur des marchés. Et deuxièmement, parce que si j'ai beaucoup insisté là-dessus. Si on n'intègre pas la notion de liquidité dans l'appréciation des risques, on continuera à se concentrer sur des historiques de performance observés sur des cours boursiers, que l'on viendra in fine comparer à des évolutions internationales et on constatera un décalage positif en faveur du marché marocain. Sauf que lorsque l'on viendra intégrer dans les cours boursiers marocains la dégradation potentielle et qui sera réellement subi par l'investisseur au moment où il cherchera à vendre ces titres-là. Quand on intégrera cet impact négatif dans l'appréciation de la performance et la mesure du risque, je suis sûr que l'on arrivera au moins à un arbitrage plus équilibré entre évolution du marché marocain et évolution du marché international. Il faudrait, on sera d'accord là-dessus, un élargissement de la gamme d'investissement en produits de taux pour permettre une couverture plus efficace et plus de facilité d'implémentation de la poche LHP qui a le plus besoin des produits de taux. Et il faudrait un accès plus élargi aux classes alternatives qui sont le private equity, l'immobilier et l'infrastructure, qui sont pour moi des classes d'actifs qui centralisent un besoin de financement
important. D'un autre côté, nous avons de l'épargne qui ne demande qu'à être investie sur le long terme. Et si on met en place du LDI, nous aurons également des gestionnaires qui chercheront à construire un portefeuille PSP optimal. Et dans tout exercice d'optimisation, plus le nombre de possibilités est important, plus le résultat final est optimal. Et le dernier volet, il est lié au gestionnaire lui-même qui se doit d'adopter une démarche plus personnalisée parce que une gestion LDI ne peut être appliquée qu'à travers un processus très personnalisé et orienté vers les spécificités du fonds que l'on est en train de gérer. Je voudrais finir sur cette question de la gestion d'actifs ou le rôle du gestionnaire d'actifs dans le déploiement du LDI, sachant que pour moi, le gestionnaire est un maillon important. Pourquoi? Parce que c'est le maillon qui est au contact au jour le jour des marchés financiers et qui est confronté à un certain nombre de contraintes que je viens d'expliquer par rapport au déploiement du LDI. Je voudrais aussi partager à travers notre expérience à CDG Capital un retour d'expérience sur cette question de déploiement de LDI chez un certain nombre de nos clients. Je dirais que nos efforts par rapport à cela se sont concentrés sur deux axes. Un premier axe, il a été tourné vers l'investisseur lui-même. On a, dans un premier temps, essayé déjà de communiquer sur la démarche, essayer de l'expliquer. Disons que c'est une démarche plus théorique et conceptuelle, mais qui a donné des résultats positifs pour soi, parce qu'un certain nombre de clients ont tout de suite, ou même très vite, adhéré à la démarche. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est une démarche qui leur parlait, c'est une démarche qui était plus proche de leur réalité de gestion, qui permettait de donner des réponses plus adaptées à leur manière de faire, à leur objectif stratégique, une manière de gestion des risques sur des paramètres qui leur parlaient, et non seulement sur des paramètres de marché financier complètement déconnectés de leur réalité. Le simple problème que nous avons rencontré, qui n'est pas pour moi un problème, c'est juste une question de point de départ, qui était parfois l'indisponibilité de la donnée sur le passif, parce que les investisseurs avaient, selon le cas, plus ou moins avancé sur la construction d'un profil de cash flow sur le passif. Mais du moins, ce que nous avons pu faire, c'est au moins d'établir une feuille de route à travers des niveaux d'application du LDI. Il n'était pas du tout question d'aller directement vers un LDI avec une gestion, une allocation dynamique dès le départ. On a imaginé un premier niveau d'application où on utilise le LDI pour simplement constater les résultats de la gestion et en avoir une lecture pertinente. Deuxièmement, on peut migrer vers une démarche ALM plus ou moins standard, selon le cas, selon aussi la préparation ou la disponibilité de moyens au niveau du fonds lui-même, pour les plus avancés, aboutir in fine à une allocation dynamique gérée au jour le jour. Ça, c'est le premier volet par rapport à nos clients. Le deuxième volet, c'était par rapport à nous-mêmes. C'est que nous avons compris et nous sommes maintenant très convaincus que la problématique du LDI ne résidera pas simplement au niveau conceptuel, théorique, c'est-à-dire le fait de concevoir une allocation d'actifs basée sur le passif. Je pense que très rapidement, il y aura un ajustement de tout cela sur le plan théorique, mais que, in fine, la vraie difficulté résidera dans le déploiement de tout ça sur le plan pratique, c'est-à-dire ce que j'appelle le plan pratique, c'est le plan gestion d'actifs. Et c'est par rapport à ce dernier volet que nous avons dû vraiment retravailler tous nos processus, notre plateforme de gestion pour déjà, d'une part, construire un processus d'investissement tourné vers le long terme. C'est-à-dire, nous avons un marché de la gestion d'actifs qui a des objectifs sur le court terme, des objectifs annuels, mais pour faire du LDI, il faut avoir les outils nécessaires de se projeter sur le long terme, que ce soit sur le plan macroéconomique, que ce soit par rapport à la simulation des taux d'intérêt et que ce soit même par rapport à la projection des scénarios d'évolution du marché action. Toujours par rapport à nous-mêmes en tant que gestionnaires, ce qui nous a paru également essentiel, c'est qu'il
Il y a beaucoup de théories dans le LDI. Et par rapport au marché marocain, il faut choisir la dose nécessaire de son application pour qu'elle reste pertinente et pour que les résultats qui sont issus de cette démarche continuent à avoir une application intuitive et comprise par tous. Si l'on n'y parvient pas, tout le LDI restera au niveau théorique. Donc par rapport à cela, sans forcément rentrer dans les détails techniques, nous avons par exemple une lecture de la performance et des risques qui intègre la notion de base de la liquidité. Le troisième volet par rapport à nous en tant que gestionnaires, c'est que nous avons essayé dans la mesure du possible et aussi dans le respect des contraintes réglementaires, d'élargir le périmètre d'investissement aux autres classes d'actifs. Je parle notamment aux classes d'actifs alternatifs qui sont justement une bonne alternative pour contourner la problématique de profondeur du marché marocain. Donc, in fine, je peux conclure que c'est de toute manière, quel que soit le niveau d'avancement de la mise en place ou du déploiement du LDI auprès de nos clients, il y a eu de l'intérêt, ça a toujours été une expérience positive. Et je suis personnellement convaincu que ce trend-là va continuer, que plus en plus d'investisseurs prendront conscience de la nécessité de passage vers une gestion LDI. Et je ne prends vraiment aucun risque à avancer cela parce que, je dirais, le LDI, ce n'est pas simplement une méthodologie parmi d'autres qu'on peut comparer à une autre méthodologie et simplement dire telle méthodologie, elle doit d'abord faire ses preuves pour être appliquée. Non, le LDI, simplement, j'espère avoir expliqué, c'est une démarche globale. On ne peut pas s'opposer, par exemple, au fait de dire, pour gérer un portefeuille, il faut se connaître soi-même et définir sa fonction d'utilité. Donc, on peut très bien faire du LDI en amont et avancer progressivement dans l'ajustement du processus d'investissement pour, in fine, arriver à la finalité qui est l'allocation d'actifs dynamiques. Merci beaucoup.